Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, au programme des entrepreneurs, encore, toujours. Tiens, d'ailleurs, on va démarrer avec, comment est-ce que je vais raconter ça? Un modèle d'entreprise très très intéressant, c'est-à-dire que, je le dirai au patron d'Armor qui sera avec nous dans quelques instants, ça me fait un peu penser à la façon dont Bolloré a récupéré un outil familial, un outil industriel familial en Bretagne en complète déshérence, faire du papier à cigarette à rouler, et comment il en a fait quelque chose de parfaitement industriel parce que vous aviez une compétence à exploiter. On va voir ça. Armor, vous allez voir l'histoire. L'histoire en plus, elle est totalement dans la transition énergétique, donc c'est pour ça que ça nous intéresse. Entrepreneur aussi du côté du prêt-à-porter, du côté de la mode et particulièrement du côté de la mode masculine. Et puis quelques éléments de réflexion comme j'aime bien le faire cette fois-ci avec Erwan Lenohan qui sera avec nous, l'associé d'Altermind. On parlera de l'efficacité de la dépense publique, ou plutôt la capacité que pourrait avoir le public aujourd'hui à essayer de planifier l'action des entreprises. Allez, c'est parti. On est de retour avec Hubert de Boisredon qui est avec nous, le PDG d'Armor. Bonjour Hubert. Bonjour Stéphane. C'est super intéressant parce que, en fait, ce qui motive cette invitation se révèle une fois qu'on regarde l'entreprise, que vous faites, etc., un petit peu anecdotique. Au regard de tant d'ailleurs, l'évolution. C'est pour ça que j'ai appelé ça développement par l'innovation, c'est-à-dire l'évolution, mais on va en parler, de ce que vous fabriquez, le point de départ, les points d'arrivée, etc. Que en ce qui concerne le management, l'actionnariat salarié, c'est quand même très très intéressant, tout ce qu'il y a au cœur d'Armor. Donc on est pas très loin de Nantes, c'est ça, hein? On est à Nantes, le siège, et l'usine à la Chevrolière, à 15 km au sud de Nantes. 274 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça toujours À peu près, on va s'approcher tout doucement des 300 cette année. 1900 salariés? Oui. Donc ça veut dire un... On est 700 en France, le reste à l'étranger. Armor exporte 85% de sa production. Donc c'est des forces commerciales qui sont à l'étranger? Et industrielles. On a une trentaine de sites industriels et logistiques dans le monde entier sur les 4 continents. D'accord. Non, mais parce que 274 millions d'euros, 1900 salariés... Et normalement, c'est dans la distribution qu'on est avec des ratios comme cela, moins dans l'industrie quand même. Mais en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Armor, c'est une entreprise industrielle historique, elle a pratiquement 100 ans. Ouais. Au départ, c'était le papier carbone, les rouleaux de fax, les rubans de machine à écrire, les cartouches jet d'encre, cartouches laser, et maintenant de ce qu'on appelle des rubans transfert thermique qui impriment 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe, 3 sur 10 dans le monde, et tout ce qui est information variable sur emballage. Comment ça 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe? En Europe, et presque 8 sur 10 en France. Et ça fait combien? Je veux on fabrique 5000 km de films par jour. Les étiquettes code barre, vous en faites combien chaque jour? Ah bon, on en fait des millions. Mais oui, c'est ça. Des millions. En fait, nous, on fait les consommables qui impriment les codes barres. Vous achetez votre saumon frais, il y a un code barre dessus. Ouais. Ça va être un code barre qui va être adapté pour durer 3 semaines. Ouais. Mais vous achetez votre voiture, il y a un code barre sur la pièce qui doit résister à la chaleur, à la boue, à la graisse, etc. C'est un code barre avec une encre spéciale. Tout ça, c'est Armor qui fabrique le consommable qui va imprimer le code barre adapté à chaque situation. Le consommable qui va imprimer le code barre. Voilà, c'est ça. Ce qui fait d'ailleurs que... Donc le consommable, c'est l'encre, en fait. C'est le ruban ancré. C'est le ruban ancré. Et on appelle ça transfert thermique parce que l'imprimante il y a une tête chauffante qui va déposer cette encre spéciale sur le support, l'étiquette, pour en fait de délivrer un code barre, un QR code, toute information variable sur emballage. Je comprends que ce soit spécifique pour la voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut une impression spécifique pour le bout de saumon qui va effectivement durer 3 jours? Mais oui, parce que tout ce qui est alimentaire, il ne faut pas qu'il y ait de l'encre qui gicle ou un bout de laser qui... donc il faut que ce soit une impression parfaitement... Et puis il faut qu'il résiste au froid, il faut qu'ensuite... Exactement. Et il faut que ce soit une impression parfaitement propre. Un code barre, ça doit être extrêmement précis parce que vous savez, quand vous regardez un code barre, chaque ligne a une largeur différente. Donc ça demande une impression efficace, rapide, parfaite. Et ça, c'est la spécialité. Armor est le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Vous savez, c'est notre savoir-faire. Hubert, à quoi ça m'a fait penser quand je regardais la boîte? Alors, prenez-le comme vous voudrez. Ça m'a fait penser à Bolloré. Bolloré qui hérite en Bretagne d'une usine dont le boulot est de faire du papier très très fin pour rouler des cigarettes.
Oui. Et qui derrière, parce qu'il a une technologie d'extrême finesse, se tourne par exemple vers les batteries, vers une technologie de batterie très particulière, avec des polymères là encore très très fins. Oui. Et j'ai l'impression que vous aussi, sur la base du papier carbone, Oui. derrière, en fait, vous ouvrez tout le champ des possibles. Mais ce que vous dites n'est pas un hasard, parce qu'en fait, le point commun, c'est ce qu'on appelle la technologie d'induction de couche mince sur film mince. Ouais. Et par exemple, on va fabriquer des films aussi collecteurs pour les batteries sur la même technologie. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu cousins, si vous voulez, dans les technologies. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est une ETI française qui est le spécialiste mondial et qui est devenu, en 20 ans, on était numéro 3 ou 4 en 2004, on est aujourd'hui de loin le leader mondial de cette technologie de l'impression transfert thermique pour l'impression des codes barres. Et là où c'est intéressant... Oui, mais alors c'est là que je suis presque un peu déçu par le chiffre d'affaires. 274 millions d'euros. Parce qu'on est sur... leader mondial, donc... vous savez, le code barre, c'est petit, et on est sur une niche de marché. Ouais, c'est ça. On est sur un marché passionnant. global qui va faire à peu près 1 milliard d'euros. Mais d'où, alors, effectivement, le sujet qui devient super important, parce que je suis leader avec 274 millions d'euros, donc il faut que je parte ensuite sur d'autres territoires. Oui. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, maintenant, c'est cette annonce, donc, de films photovoltaïques. Alors, Souple et mince. Organique. Alors j'ai noté le truc. Film photovoltaïque organique souple. Mais organique, de quoi organique? Organique, ça veut Il a dire... une vie propre, le film. Maintenant, organique, ça veut dire sont des dérivés d'oxygène, d'hydrogène, de carbone. Il n'y a aucun métaux rare. C'est 100% développement durable. C'est ça. Ça si vous voulez. Dire organique, oui, c'est à l'anglaise, quoi. Organique. C'est organique. Comme c'est les graines. la chimie organique. Ouais, d'accord. C'est issu de la chimie organique. D'accord. Donc, si vous voulez, on est là dans de l'innovation d'Armor, dans la tradition d'innovation d'Armor, qui n'a cessé d'innover tout le temps. Et depuis une dizaine d'années, en fait, on a combiné deux choses. C'est ce savoir-faire de formulation de l'encre et d'induction de couche mince sur film mince qu'on a croisé avec une conviction qui est notre industrie doit servir à lutter contre le réchauffement climatique, à apporter quelque chose pour la planète. Comment on peut combiner ces deux choses-là? Et c'est là où les équipes sont extraordinaires, parce qu'en fait, en leur donnant ce défi de combiner les deux, elles sont revenues avec deux projets magnifiques. Le projet, c'est de réinventer le panneau solaire photovoltaïque classique. Vous savez, un panneau, c'est lourd, c'est 10 à 15 kilos du mètre carré, c'est plat, c'est opaque, etc. Alors, d'abord, on n'est pas obligé sans arrêt... Comment est-ce que je veux dire ça avec infini respect, mais je pense qu'on peut aussi parfaitement légitimement dire waouh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré business à faire avec ça. On n'est pas obligé de dire on s'est demandé ce qu'on allait faire pour sauver la planète. Alors, non, Hubert. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que je pense que la motivation de départ, ça a été de se dire on a une tradition d'innovation, mais on pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise contribue aux enjeux de société. C'est vraiment, c'est une motivation personnelle en tant que dirigeant. Non, mais je respecte ça. Et en fait, voilà. Alors bien sûr, si on veut le faire, c'est pour que ça réussisse. Bah oui. Mais je pense qu'il y a aussi à regarder l'état du monde tel qu'il est. L'état du monde tel qu'il est, on voit bien qu'il y a une limite et que si les entreprises ne s'engagent pas pour aller résoudre les problèmes, pas uniquement dans le but d'abord de gagner de l'argent, mais de se dire, OK, il y a des sujets à attaquer, on va les attaquer. Et bien sûr, si on vise juste, ça va être rentable. Mais je pense que la motivation est très forte et c'est ce qui a fédéré l'ensemble des équipes. Ce qui fait que Armor, je pense, est une source d'inspiration et de motivation extraordinaire. On parle de la belle histoire d'Armor parce que les gens qui sont... Je vais y aller. Bon. Alors, je vais rentrer. Alors, je vais rentrer dedans parce que ça m'a... Alors, c'est très intéressant, ça, justement. On est sur le truc. Donc, film photovoltaïque organique souple sur les façades des gratte-ciel à Dubaï. Ou même, là, j'étais tout à l'heure... Le contrat, c'est sur Dubaï. J'étais tout à l'heure dans le... non, mais Dubaï, c'est un exemple. Mais j'étais tout à l'heure dans le 14e. Je voyais des beaux immeubles avec des façades de béton sans fenêtre, complètement vierges, où il n'y a absolument rien. Et pendant ce temps-là, on va aller couvrir des champs agricoles avec du photovoltaïque. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord... Non, bon. Tu sors combien de kilowattheures au mètre carré avec ton film photovoltaïque? C'est incomparable avec un panneau. Tu peux pas comparer les deux, j'en suis sûr. Mais si, parce qu'en fait, on a une capacité d'1 million de mètres carrés. 1 million de mètres carrés, ça permettrait de couvrir chaque année les 2/3 des façades des immeubles de la Défense, pour vous donner une idée. Ouais. Imaginez que chaque année, on couvre de films. Mais tu produis quoi comme énergie? Tu produis l'énergie, à la limite, pour allumer les LED qui sont dans les bureaux des... On a identifié que ça pouvait couvrir à peu près 30% de l'énergie du bâtiment. Du bâtiment, voilà. Mais c'est considérable. Ben oui, c'est considérable. Mais je pense que l'enjeu, il faut prendre du recul. L'enjeu, il est que il y a des millions de mètres carrés, d'hectares de surface bétonnée aujourd'hui,
qui sont couvertes par rien, parce qu'en fait, elles ne sont pas adaptées pour aller mettre des panneaux solaires classiques. De la même manière, il y a des surfaces de toits fragiles absolument partout, des hangars, des choses comme ça, on ne peut pas mettre de panneaux. En fait, moi, de mon bureau à Nantes, je vois des tas de toits où il n'y a rien. Et nous, on se dit, plutôt que d'aller couvrir des champs agricoles qui sont faits pour produire, on veut couvrir l'ensemble des surfaces bétonnées de la planète. Fais ce que tu as. Fais ton truc, c'est génial. Mais pas plutôt que tu as besoin des deux. Jamais tes films photovoltaïques ne remplaceront les panneaux solaires dans les champs de betteraves. Je dis ça parce que je pense que l'État, le gouvernement doit aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, je pense qu'il faut une impulsion aujourd'hui de l'État pour se dire, est-ce qu'il est normal que ces surfaces bétonnées ne soient pas couvertes et ne soient pas encouragées à être couvertes. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu, si vous voulez. L'enjeu, c'est quand même, on voit bien que cette crise sanitaire est encapsulée dans une crise écologique majeure. Il faut qu'on puisse attaquer le sujet vraiment. Mais donc ça veut dire quoi? Tu veux des subventions? Je veux, par exemple. Mais non, attendez, j'attends pas de subventions spécialement. Non. Mais par contre, qu'on puisse dire que quand un immeuble est construit, il faut que des surfaces de béton qui soient sans fenêtre puissent servir en même temps de production énergétique, ça serait intéressant. Donc tu veux augmenter les coûts de construction? Tu veux une norme? Mais par exemple, en Californie, ils disent... En Californie... C'est dingue, ces entrepreneurs incroyables qui, une fois qu'ils ont trouvé un truc, voudraient protéger à tout prix leur marché par des normes et par des contraintes et par... C'est pas protéger, c'est en fait être associé pour résoudre un problème majeur qui est celui du réchauffement climatique. Par exemple, en Californie, on dit si un immeuble contient un certain pourcentage d'énergie photovoltaïque, l'État dit au lieu de construire 2 étages, on va pouvoir en construire 3. Ouais. Bien, ça veut dire que le coût de cette énergie photovoltaïque est immédiatement remboursé. Non, mais aujourd'hui, la construction sait faire des immeubles à énergie positive, avec ou sans film photovoltaïque sur les surfaces de béton ou sur les surfaces vitrées. Oui, vous n'en voyez pas beaucoup, regardez. Les immeubles déjà construits, ils ne sont pas à énergie positive. Non, mais il se trouve que, je connais depuis... Sun Partners, tu connais Sun Partners? Oui, tu connais WICIP, Ludovic Deblois. Oui, non, mais alors attendez, je raconte l'histoire très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont été encouragés? Mais non, mais à un moment, c'est le business, ils ont disparu. Donc, attends, je le dis très vite. Ludovic Deblois, qui est venu ici d'ailleurs, il a écrit un bouquin très sympa. Voilà. Il a écrit un bouquin très sympa pour partie raconter son histoire. Donc WICIPS, tout est dans le titre. What you see is photovoltaic surface. Une pub extraordinaire. Extraordinaire. Donc sur toutes les surfaces, tu peux mettre ce film photovoltaïque. Le problème, c'est que la rentabilité n'est pas là. À un moment, il y a quand même... il faut absolument... Mais non, mais dans ce débat qui est passionnant, Hubert, il faut absolument trouver de la rentabilité économique. Tu n'y arrives pas. Oui, sinon... mais alors là, on est sur le sujet de l'innovation. Et là, on touche quelque chose qui est majeur. On connaît tous, et Sun Partner l'a connu comme Armor le connaît, on est dans cette fameuse courbe en J. C'est-à-dire qu'en fait, on innove, on investit, Armor a investi pratiquement 100 millions d'euros dans cette nouvelle technologie, ce qui est considérable pour une ETI comme la nôtre, d'ailleurs. Bon. Maintenant, c'est quoi le résultat? J'ai donné le chiffre d'affaires, mais c'est quoi le résultat de... Armor est très rentable, globalement. Donc on a une très belle rentabilité, ce qui nous a permis d'investir dans de la diversification comme celle-là. Bon. Maintenant, 100 millions d'euros, ça doit être plusieurs années de résultats quand même. Bien sûr, c'est sur 10 ans. Ouais, on est c'est à peu près 10 millions par an, ce qui est pour une taille comme la nôtre considérable. Donc on a l'unité de film photovoltaïque organique la plus grande du monde, 1 million de mètres carrés de capacité. On s'est dit, on va être encouragé par les énergéticiens qui vont commander des larges quantités. Bon. Mais les mêmes énergéticiens, à raison, je leur en veux pas, disent... Ah mais attendez, on attend que vous soyez aussi compétitifs que les panneaux chinois pour pouvoir vous acheter. Maintenant, expliquez-moi, quand vous commencez une innovation et que vous démarrez les premiers volumes, comment vous pouvez être aussi compétitif qu'une production chinoise de panneaux très larges, qui sont souvent fabriqués d'ailleurs à des conditions douteuses. On commence à se demander mais bien sûr, donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Le vrai sujet, j'étais le 24 octobre 2018... Ce qu'on veut, c'est des solutions qui fonctionnent. Pour que les solutions fonctionnent, il faut qu'elles trouvent leur rentabilité. Oui, mais il y a le moment de l'impulsion, du démarrage, et ça... parce que sinon, on n'innovera jamais. Le président de la République... Tous les inventeurs du monde, à ce moment-là, vont vouloir être soutenus d'une manière ou d'une autre par les autorités. C'est bien le cas. Est-ce que la France n'a pas soutenu au départ le Concorde, le TGV, les grandes innovations? Tu as le crédit d'impôt recherche, tu as énormément de dispositifs pour soutenir ton innovation aujourd'hui. Oui, mais c'est pas suffisant. En fait, le sujet bon, est-ce que... mais c'est intéressant. Le sujet, c'est est-ce que l'État, comme client potentiel, se dit à un moment, on a des milliers de mètres carrés de bâtiments.
bâtiment de la Défense à Ballard, le ministère de l'Économie, etc. Et je passe des contrats. Mais est-ce que nous, en tant qu'État, qui disons qu'on veut s'engager dans les accords de Paris, le développement durable, est-ce qu'on passe le pas de dire on aimerait que nos bâtiments soient couverts d'énergie photovoltaïque, oui ou non? Ça m'intéresse. À ce moment-là, on se retrouve dans une logique de marché. Voilà, mais moi, c'est tout ce que je demande. Tout ce que je demande, il faut un appel d'offres, parce que tu as peut-être des concurrents quand même. Il faut des appels d'offres ciblés sur des innovations du style. Nous, on sait faire. Notre film Soupe, ce qui est intéressant, il peut couvrir des courbes. Il est translucide, donc il peut couvrir du vitrage. Bah oui, c'est ça qui est super important. Il peut couvrir des toitures qui contiennent des cheminées, des machins, parce qu'il peut être découpé. Il peut faire des formes architecturales absolument extraordinaire d'un point de vue design et artistique. Donc il faut des appels d'offres qui correspondent à ce qu'est l'innovation. Si vous voulez, le film photovoltaïque organique, c'est le smartphone, c'est le smartphone des ordinateurs. Donc si vous faites un appel d'offres, mais non. Bon, mais j'ai toujours pas la puissance. Je sais pas moi comment est-ce que je sais toujours pas quelle puissance sort de ton, je sais pas moi, d'1 mètre carré ou de 100 mètres carrés de tes films photovoltaïques. Oui, mais je pense que c'est même pas le sujet, parce qu'en fait, non, c'est pas le sujet, parce qu'en fait, on n'est pas comparable à des panneaux. Donc effectivement, le rendement aujourd'hui, il est inférieur aux panneaux, parce qu'on est très inférieur. Il est très inférieur aux panneaux, parce qu'on est dans une perspective d'innovation, de rupture. Mais par contre, on va couvrir des espaces qui ne peuvent pas du tout être couverts par des panneaux classiques. À Dubaï, c'est 500 km de film, c'est ça 500 km² de film par an, Dubaï, c'est ça? Mais c'est des capacités. En fait, le gouvernement de Dubaï a décidé de lancer 1 gigawatt de solaire par an. Or, comme ils n'ont pas de surface, des films, là, le gigawatt, mais justement, ils sont extrêmement intéressés par cette technologie, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir leur grande tour. 1 gigawatt, non, je le dis comme ça rapidement, c'est l'un des 2 réacteurs de Fessenheim, par exemple. Donc. Mais ça, c'est cette volonté. Et comment ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire uniquement en couvrant leur tour d'énergie photovoltaïque. Désert pour y mettre des panneaux à Dubaï. Vous avez déjà essayé de mettre des panneaux sur des tours de vitrage translucide? Impossible. Désert. Enfin, à Dubaï, c'est un peu là, mais juste à la sortie de Dubaï, ce qu'ils veulent, largement la place de mettre des panneaux. Ce qu'ils veulent, c'est couvrir. Non, alors, attends, parce que tout ça est passionnant, je le savais. 4 minutes. Non, sur le modèle de management quand même, c'est-à-dire association très large. Management et personnel ont 57% du capital On a 75 aujourd'hui. Ah, vous êtes à 75 aujourd'hui? J'ai dû lire ça je le dis juste comme ça, j'ai dû lire ça sur ton site internet, donc... Ça, faut le mettre à jour. C'est une recomposition du capital il y a quelques 75%. Temps. Et alors, mais management et personnel, management 50, personnel 25 ou... On est tous ensemble 75. En fait, il y a 500 salariés actionnaires. On a créé... 500 salariés actionnaires. Quand en 2014... le fonds de participation industrielle a vendu qui possédait la majorité d'Armor a vendu ses participations. On s'est dit on veut maîtriser notre destin industriel et d'innovation. On s'est tous mis ensemble. On a vraiment, quand je dis tous mis ensemble, c'est qu'on a tout mis. On s'est endetté. On a personnellement, j'ai risqué ma maison, tous mes biens, etc. Avec mon épouse et mes associés aussi. On a tout mis parce que on s'est dit on a la possibilité justement de croire dans des innovations qui sont risquées, mais qui font du sens. Voilà. Et ce qui est assez merveilleux, c'est de voir que ce projet, c'est celui de l'ensemble des salariés. Un petit exemple, crise du Covid. On a innové, par exemple, dans la fabrication additive 3D. Donc, on a créé une entité. En 3 jours, nos équipes ont été capables de faire basculer le site en usine de guerre de fabrication de visières de protection, au moment où, vous savez, tout le monde manquait de masques, etc. On a fabriqué 100 000 visières de production pour les CHU, pour les médecins, pour les dentistes, pour les infirmiers, etc. Voilà. Et ça, c'est Armor. C'est cette capacité d'adaptation. Et ça, je vais te dire, parce que j'en ai 10, 20, 50, 100 des histoires comme ça. Ça, c'est l'industrie, en fait. C'est l'industrie. Ça, c'est les industriels et une capacité incroyable de mobilisation pour l'ensemble des dispositifs qui étaient nécessaires. Mais quand même, quand tu as 75% du capital, il faut quand même de temps en temps aller chercher des capitaux pour investir massivement. Bien sûr, on a 5 fonds d'investissement à nos côtés. C'est ça. Qui, eux, ont les 25. Qui ont les 25. Et peuvent amener des millions quand... voilà, exactement. Et on a des très grands projets. On investit quand même plus de 30 millions d'euros d'investissement par an. Et qui eux-mêmes, à mon avis, c'est ça qui est merveilleux dans ce qui est en train de se passer. C'est qu'eux-mêmes, ils peuvent intégrer l'ensemble de ce que tu fais, y compris la gouvernance, dans leur propre bilan. Ah ben bien sûr. ISR, ESG. Bien sûr, je pense que le fait qu'Armor soit un industriel leader mondial d'un côté, mais engagé dans l'innovation sociétale, je pense que ça crée une certaine... comment dire,
une certaine noblesse de ce qu'est l'économie, l'entreprise aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens personnellement. Moi, je suis absolument convaincu que l'entreprise est utile à la société. C'est un peu mon combat, ma vocation. Et en associant le maximum de salariés avec nous, on va faire des choses extraordinaires. Et c'est pas terminé. On est parti sur du long terme. On aimerait construire un groupe industriel de développement durable et d'innovation sociétale. Bon, on va se revoir, Hubert. On est associé avec une initiative formidable. Alors, lyonnaise, tant pis, c'est pas... Voilà, nos anciens actionnaires... Qui s'appelle l'entreprise du futur. Voilà. Et je pense qu'à cette occasion-là, tu m'as l'air parfaitement apte à être associé à l'ensemble de cette magnifique initiative. On vous racontera ça, ce sera à la rentrée. Merci Stéphane. Dans le cadre de nos développements. Hubert de Boisredon, donc, PDG d'Armor, était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Erwan Lenohan, donc associé Altermind. Salut Erwan. Bonjour. Donc grâce à toi, on réfléchit un petit peu sur la façon dont ça se passe. Alors j'ai appelé ça capitalisme et plan de relance parce que j'ai l'impression que peut-être même d'ailleurs dans la réflexion libérale aujourd'hui, ça peut pas marcher. C'est-à-dire on peut pas aujourd'hui. Je vais te dire un truc, j'en ai parlé déjà hier. J'ai été frappé au moment de... Je vais peut-être en parler toute la semaine. Au moment de l'inauguration du train de nuit Paris-Nice. Je sais pas si... Oui. C'est quand même une scène... Enfin, moi qui ai 56 ans, j'ai eu l'impression que je retombais en enfance. J'avais un Premier ministre dans un costume noir qui tenait un téléphone à l'ancienne et qui était ravi qu'on puisse faire Paris-Nice en une nuit. Oh. Et... mais oui. Et 1980... alors, on va laisser de côté la carte à puce, mais la France, c'est le TGV qui vraiment démarre. Personne, enfin, on met tout le monde à la rue, le monde entier. Minitel, Direction Générale des Télécoms, on brocarde Minitel aujourd'hui. 80, le Minitel. Oui. Elon Musk, en 95, lancera en Californie un truc qui ressemble à nos pages jaunes qui étaient déjà sur le Minitel. Donc, carte à puce, grosse impulsion, l'Agnon, etc. et tout. Voilà. Oui. Tout ça, c'est des impulsions publiques quand même. Et je te lis, et toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus possible de donner une direction d'impulsion publique au capitalisme et à l'investissement? Ouais, alors c'est pas exactement. Je reformulerai ça pas exactement comme ça. En fait, effectivement, ce qu'on voit à travers le monde et notamment dans les pays développés, c'est que il y a évidemment une coopération entre le public et le privé. Et je sais pas, mon discours n'est pas de dire qu'il faut de l'innovation se fait uniquement de manière privée, ou alors à l'inverse, il faudrait la faire uniquement de manière publique. Par contre, il y a les questions sur comment le public peut être utile à l'innovation aujourd'hui. Et on entend beaucoup de ce qui s'est fait aux États-Unis, la DARPA. On est que c'est grâce à l'armée américaine qu'on a créé Internet. C'est vrai, mais ça n'est vrai qu'a posteriori d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand les Américains ont commencé à financer des programmes de recherche, ils ne se sont pas dit on va créer Internet. Ils se sont dit, on va financer de l'innovation dans le secteur des nouvelles technologies et puis on a besoin de tel et tel secteur d'innovation et de développement. Et donc, les Américains financent de la recherche fondamentale sans droit de regard, en abandonnant en fait... Alors, je dirais pas qu'ils abandonnent. Un droit de regard sur les pistes que ça peut prendre. Je dirais pas qu'ils abandonnent, mais en fait, ce que j'essaie de contester dans ce que j'ai écrit, c'était de dire l'État ou même n'importe quelle entreprise. Dans l'entreprise, ça se passe pas comme ça l'innovation. Attends, t'écris par nature, le capitalisme ne peut suivre une direction centralisée, même supérieurement éclairée. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est vachement bien écrit d'ailleurs. Ce que je trouve, en fait, on est dans une économie qui est en mouvement permanent. C'est pas ici que je vais le dire, que je vais le rappeler. Ça, on innove de tous les côtés. C'est impossible de savoir de quoi le monde de 2030 sera fait. Personne ne peut dire ça marchera, ça marchera pas. On peut avoir des intuitions, etc. Et le rôle du secteur privé est justement d'aller tester. Le public
peut tester aussi. Il a probablement un biais qu'il est un peu plus. Il n'a pas le même rapport au risque parce que quand on prend des risques avec d'argent qui n'est pas le sien, évidemment il y a un petit biais. Oui, tout à fait. Mais donc, il n'est pas possible d'avoir une vision de l'économie qui consisterait à définir des plans, y compris dans l'entreprise privée. Je ne pense pas que ce soit le cas des entreprises qui réussissent et qui décident de suivre un plan pendant 20-30 ans de manière très précise dans une innovation. Mais à 5 ans, il y a une vision à 5 ans dans une entreprise qui fonctionne. Une vision, c'est pas la même chose que de dire ce projet-là, c'est ce qui fera aujourd'hui, on voit différents secteurs qui émergent. Moi, le secteur de la blockchain, par exemple. Il y a quelques années, je me souviens avoir écouté plein de podcasts, on nous disait le blockchain, c'est ce qui va cartonner dans un avenir très proche. Tu as raison. C'est pas encore le cas. Peut-être que ça sera le cas demain, on n'en sait rien. En tout cas, moi, j'en sais rien. Très exactement, 2013, la grande phrase, c'était « Bon, le Bitcoin, on verra, mais ce qui est important, c'est la blockchain ». C'était il y a 6 ans quand même. Voilà. Alors, tu as raison. Et peut-être que la blockchain va cartonner dans quelques années, mais ça, personne ne peut le prévoir. Et c'est ce que je conteste un peu. Je cite dans un de mes papiers une économiste qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui est devenue la nouvelle idole intellectuelle de la nouvelle gauche, en fait, parce qu'elle renouvelle cette idée qu'il faut une politique industrielle interventionniste. Elle parle de l'État entrepreneur. Elle parle de l'État entrepreneurial et son dernier bouquin, c'est l'économie à mission, mais dans l'idée où il faut donner des missions à l'économie, un sens, et elle prend le modèle de la conquête spatiale américaine. Et effectivement, on voit, c'est assez attrayant de se dire, il faut qu'on va vers telle tu peux dire que le zéro carbone, ça peut être un nouveau programme Apollo, effectivement. Exactement. Mais dans ce cas, la question, c'est comment on le met en œuvre. Et la difficulté, ce qui me semble contestable dans ce qu'elle écrit, et ce qui a été contesté notamment par d'autres que moi, bien plus brillants que moi, c'est de dire... non seulement on peut fixer un objectif, mais qu'en plus, unique, ou principal fixé par l'État, et qu'en plus on va tout mettre en œuvre en définissant les programmes pour y arriver. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a quelque chose de révélateur derrière ça, au fond, qui pour moi montre une profonde incompréhension de ce qu'est l'économie et de ce qu'est l'innovation. Il y a une espèce de rêve si on arrive à désigner ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, on va être dans une espèce de monde à peu près paisible, à peu près stable et stationnaire. Et ça, ce n'est pas vrai. On est dans une lessive permanente. Quelqu'un que Bismarck connaît bien aussi, qui est Maxime Zbehi, Génération Libre, réfléchit sur ces questions-là. Il est probablement lié au vieillissement de la population, à un rapport au risque qui est différent, à une volonté de stabilité qui est probablement différente quand on progresse dans la vie que quand on est plus jeune. Et je trouve que tout ce discours sur le pilotage de l'État, particulièrement dans la société d'aujourd'hui, est révélateur de ça également. Oui, mais la force de l'État, justement, c'est son rapport au risque. Il a l'éternité pour lui, pour se rembourser. Donc on peut se dire qu'effectivement, sur des programmes à haut risque et pourtant indispensables, et je pense au carbone évidemment, on se dit, oui, là, l'impulsion publique peut peut-être être plus efficace que l'impulsion privée parce qu'il peut se permettre de se tromper complètement, en fait. En même temps, oui, mais en même temps, on voit que le privé est capable de financer. D'abord, le privé finance régulièrement des boîtes qui se plantent complètement. C'est juste. Que le privé finance des boîtes qui, très longtemps, comme Tesla, Amazon, ne rapportent pas d'argent à ses actionnaires immédiatement. Donc, il n'y a pas que le public qui en est capable. Et il y a aussi, je ne dis pas que c'est tout facile d'un côté et tout difficile de l'autre, mais le public a aussi un certain nombre de biais qui défavorisent la prise de risque, et notamment, ou alors qui favorisent une prise de risque inconsidérée, peut-être, qui est que les payeurs ne sont pas ceux qui prennent les décisions. C'est une autre phrase de toi, ça. La logique de la croissance continue des dépenses est la source de la crise, en fait, des services publics français. Ça, c'est contre-intuitif, mais on le comprend bien. La logique de poursuite continue des dépenses est la source du malaise des services publics. Depuis des années, c'est pas nouveau, il y a un malaise dans les services publics. L'hôpital, l'éducation, la police, on voit les différents fonctionnaires qui, quand on leur parle et puis qui s'expriment dans la rue, ils sont pas contents de la façon dont ils exercent leur métier souvent. Et alors même que c'est des métiers où on s'engage parce qu'on a une vision de la société particulière, peut-être différente. Sinon, pour être prof, j'habite dans une banlieue qui est réputée plus ou moins difficile. Pour être prof au collège à 1400 balles par mois face à avec plein de difficultés, c'est vraiment une vocation. Et pourtant,
ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux alors que les moyens n'ont fait que croître. Et la réflexion que j'essaie de faire, c'est de dire, mais c'est justement parce que ça n'a fait que croître, parce que la réponse systématique des pouvoirs publics a été de dire, vous avez un problème, ne vous inquiétez pas, on va augmenter les moyens. Et en augmentant systématiquement les moyens, ça a été une manière d'apaiser, d'obtenir une forme de paix sociale, mais aussi d'éviter de poser les questions sur l'efficacité des services publics. Et sur la productivité. Et aujourd'hui, exactement. Et aujourd'hui, un certain nombre d'organisations même syndicales disent, nous, le sujet, c'est qu'on n'a aucune vision. Alors, ça ne date pas de ce gouvernement, ça date des 10-15 dernières années. On n'a pas de vision du service public. À la limite, même on nous dirait, on veut privatiser, on pense que le privé le fait mieux, on veut réduire les services publics, ou alors on veut les accroître considérablement et on aurait une vision à contester et savoir vers où on va. Mais là, il n'y a pas ça. Il y a un malaise auquel on va dire, OK, il y a une surenchère financière quand ce n'est pas une surenchère verbale, et notamment, je trouve, dans la police aujourd'hui. Et donc, en réconciliant les deux, là, finalement, alors, je veux surtout pas dire du mal de l'actuel plan de relance, parce que on en reparlera un jour, mais tous les témoignages que j'ai, moi qui remontent des entreprises, etc., montrent que ça fonctionne, que c'est efficace, que c'est sur des projets bien identifiés, que c'est de la subvention, quelques centaines de milliers d'euros, qui permettent de faire avancer des choses pour vraiment moderniser l'outil de production. Mais en fait, là où l'État serait parfaitement légitime, c'est de faire un plan de relance de sa propre administration, un plan de relance de l'efficacité de sa propre administration. Exactement. Il y a aujourd'hui un besoin dans l'ensemble de la société, et on s'arrête 2 secondes sur l'éducation. Dans l'éducation, il y a besoin de faire des profondes réformes, mais pas uniquement parce que les fonctionnaires ne se sentent pas bien, pas uniquement parce que les parents qui le peuvent fuient le système public, parce que c'est notre avenir, c'est un grand mot, c'est très grandiloquent, mais c'est l'avenir de nos enfants, mais c'est l'avenir de notre croissance. Si on a un enseignement supérieur qui périclite, comme c'est le cas aujourd'hui, des écoles, un enseignement primaire qui périclite, et tout ça depuis des années, à nouveau, c'est pas une question du dernier mandat, eh bien, on hypothèque notre croissance à long terme. Et ça a besoin de réforme profonde. Et voilà, réforme profonde, mais en même temps, il y a besoin aussi, pour le coup, d'argent. C'est-à-dire, là, pour le coup, les fameuses 100 milliards, enfin, j'en sais rien d'ailleurs, si aujourd'hui il y a possibilité d'un deuxième plan de relance, puisque toi tu dis qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième plan de relance, peut-être si, justement, pour l'administration, à un moment où ça durera ce que ça durera, mais l'argent est encore gratuit. Exactement. Et il y a quitte à, effectivement, je pense que dans l'administration, d'abord, il y a Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas, en fait, pour tout te dire. Parce qu'ils votent pas, parce qu'ils veulent essayer de favoriser d'éventuels électeurs. Enfin, moi, je pense que j'ai une chronique dans l'opinion. La première chronique que j'ai faite en 2016, elle s'appelle Choix publics, parce que j'essaye d'utiliser parfois les concepts de l'école économique qu'on appelle des choix publics, qui analysent les décisions politiques comme des décisions économiques. Et l'un des enseignements du choix public est que pour réaliser une réforme de l'État, il ne faut pas que ce soit fait par des fonctionnaires. Il faut des gens extérieurs. Parce que ça s'explique assez facilement. C'est quand on est issu du sérail, d'abord on voit un certain nombre de complexités qui nous arrêtent. Et puis à un moment, ça revient à dire à des gens avec qui on a bossé longtemps, oui. En fait, t'es dehors, quoi. Ou alors ton métier n'a plus de sens. Ouais. Et l'expérience, c'est ce que montrent ces économistes, c'est que ça passe mieux, c'est plus facile quand c'est des gens qui n'ont pas des intérêts objectifs dans le système. Et donc, il vaut mieux des gens extérieurs au système. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est issu de la fonction publique, et donc ça a ses qualités et ses défauts. Et parmi les défauts, c'est que c'est probablement pas sa priorité, probablement pas de réformer l'action publique. Erwan Lenohan, associé Altermind, qui était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Adrien Porte. Il y a plein de trucs à raconter autour de Paname Collection. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane. On va voir, on est dans le prêt-à-porter, hein, voilà, innover dans le prêt-à-porter. Mais d'abord, alors oui, on va voir une série d'images, donc ça c'est ce que fait Paname Collection. Hein. Exactement. Où tu as quand même une vision du couple. Voilà. Vous avez choisi les... Celle-là. En fait, ça, c'était un shooting qu'on a fait début décembre. Il ne faut pas que tu regardes... Voilà, parce que tu es plus face au micro si tu regardes l'image, tu les connais pas. Ça, c'est un shooting qu'on a fait début décembre sur le thème « Ma copine vient se confiner chez moi » et elle n'a pas pris de vêtements. Et donc, du coup, on a essayé de recréer différentes scènes de la vie quotidienne pour montrer que les femmes pouvaient aussi porter nos vêtements. Et pour vraiment, parce que comme je vais vous l'expliquer, c'est que Paname Collection veut vraiment une marque qui s'ancre dans le quotidien de nos clients. Donc on s'est dit, tiens, on va reproduire des scènes de la vie quotidienne du couple de manière drôle et humoristique.
casser certains clichés, parfois aller dans le sens des clichés aussi. Ah parce oui, que, non. les clichés ont toujours un fond de vérité. On va voir les autres images. Alors pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast ou ceux qui nous écoutent à la radio, mais je le dis très vite, il y en avait une où le pauvre gars était obligé de faire des pompes pendant que Sanala mange la plaque de chocolat. Voilà. Là, c'est avec des gants de boxe. Bon, mais surtout, il est placide. C'est-à-dire qu'il prend ça avec philosophie. Exactement. Il se dit, voilà, c'est ça le couple moderne. Voilà. Et là, on est plus dans quelque chose de classique. Bon, alors, allons-y. D'abord, tu vas me... Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais maintenant, ça y est, elles sont là, absolument partout. DNVB. Digital Native Vertical Brands. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet au cœur de l'actualité économique? Alors, une DNVB, c'est une marque, pour citer on va dire la papesse des DNVB en France, Viviane Ipskier. C'est une marque qui est née sur le web dans le but de répondre à une attente spécifique d'une communauté. Donc, si on l'applique par exemple à Paname Collection est née il y a environ 4 ans sur Internet. Et notre mission numéro 1 à l'époque, et toujours, c'était vraiment d'essayer de revisiter les essentiels du vestiaire masculin avec humour et de lutter contre les stéréotypes de la masculinité. Alors chez Paname, on a fait le choix de l'humour pour rendre la mode moins hautaine et plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la marque s'appelle Paname, par exemple, c'est pour prendre le contre-pied de Paris. Aujourd'hui, quand on évoque Paris, on pense aux grands magasins, à l'avenue Montaigne, et ces boutiques de luxe où finalement ni les Français ni les Parisiens ne se rendent. Alors que Paname, pour moi, c'est le côté un peu drôle et décontracté de la capitale, là où on se retrouve pour flâner et boire des verres en terrasse avec des amis. Et enfin, ce qui fait aussi la singularité de Paname Collection, c'est aussi le fait qu'on ne veut pas d'une mode qui promeut un style de vie utopique à ses clients. On ne veut pas leur dire « devenez cet homme-là, vous incarnerez le bonheur et la réussite ». C'est vrai, c'est ce que font la plupart des marques de mode aujourd'hui. Elles sont là, ils disent « voici l'image parfaite de l'homme ». Bah, on nous donne envie, quoi. On donne envie, mais au final, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement, Stéphane? L'épanouissement, c'est être soi-même. Oh là, dis donc. C'est vrai, ça vient d'une démarche très philosophique derrière tout ça. Mais ouais. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, je parle pour moi, mais je parle. C'est pas si nouveau que ça quand même. Non, c'est pas si nouveau que ça. Parce que j'y pensais en préparant cette interview, quelque chose qui m'est revenu d'il y a 40 ans. Levi's, on finit toujours par se trouver. C'était la baseline de Levi's. On finit toujours par se trouver. Après, il y a eu une écoute côtoie avec Sprite, etc. Ouais. Donc c'est un peu dans cette veine-là quand même. C'est exactement dans cette veine-là. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que notre mission numéro 1, c'est vraiment que nos clients ils sont bien dans leurs vêtements, qu'ils aient confiance en eux le matin pour pouvoir vraiment passer une bonne journée et s'épanouir. Et ce qui est hyper important, être bien dans ses baskets. En eux le matin. Non, mais alors, est-ce que parce que il y a eu pas mal de tentatives qui ont été faites sur le net autour de la mode ou du prêt-à-porter masculin, parce que je pense la première des démarches, c'est que fondamentalement, on n'arrive pas à s'y intéresser. Certains d'entre nous s'y intéressent, et bravo à eux, mais je crois que la grande majorité des hommes, mais je parle sous ton contrôle, le plus vite c'est réglé, le mieux on se porte, non? C'est un peu ça Alors c'est vrai et faux. Ah, vas-y. Alors déjà, quand j'ai créé Paname, j'avais un objectif en tête, mais ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit, c'est qu'est-ce que veulent les hommes aujourd'hui en termes de shopping? Ils veulent de l'efficacité. Est-ce qu'on a envie d'aller au 5e étage d'une boutique à la recherche du rayon homme qui est complètement caché? Non. On veut de la qualité. Moi, quand je m'achète un jean et qu'il se trouve au bout de 3 mois, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer et c'est quelque chose que je déteste. Et enfin, on est souvent à la recherche de conseils. Les hommes sont conservateurs, mais parfois ils voient des pièces qui les titillent. Ouais, mais c'est ça, en fait. Et qui veulent un petit peu oser. Et si une marque, finalement, arrive à réunir ces 3 ingrédients, l'efficacité, la qualité et la partie conseil, on a des clients extrêmement fidèles. Toi-même, je suis sûr que tes costumes et tes chemises, tu les achètes toujours au même endroit, non? On a déjà... Non, c'est vrai ou pas? Non, mais on en a déjà parlé dans cette émission, donc je ne voudrais pas que ça... Okay. Oui, non, mais je te le confirme. Ok. Je te le confirme. Donc, le 3, les mêmes, les chemises, les mêmes. Exactement. Voilà. Donc l'efficacité, nous, on l'a adressée via notre modèle digital. Aujourd'hui, à la mi-temps de son match de foot, un client peut renouveler l'intégralité de son vestiaire, car on couvre vraiment l'intégralité du vestiaire chez Paname Collection. 2 jours plus tard, il a tout chez lui ou dans son point relais de son choix. La qualité, on a fait le choix de travailler avec des matières premières naturelles, que l'on confie à des ateliers de renom au Portugal, en Italie principalement, afin de vraiment créer des vêtements qui vont durer dans le temps. Et moi, ma plus grande fierté, c'est quand j'ai un client qui vient 3 ans plus tard avec son chino un peu patiné, qui me dit, vous voyez, je le porte encore. Donc ça, c'est vraiment... Son chino, je ne sais pas ce que c'est qu'un chino. Un chino, c'est un pantalon qui est dans une toile de coton assez classique. Si tu vois ce que c'est, tu sauras ce que c'est. Tu pourras venir les essayer si tu veux. C'est ce qu'on a vu là, c'est un pantalon assez classique du vestiaire masculin. Et enfin, le conseil de style, nous, ce qu'on fait vraiment, c'est que donc on revisite, on est parti, les hommes sont conservateurs.
il s'intéresse peu à la mode, tu viens de le dire. Et donc, nous, on a fait vraiment le choix de revisiter les essentiels du vestiaire masculin, toujours avec un petit détail. Ça fait phrase de pitch, ça. C'est vrai. Adrien, revisiter les essentiels du vestiaire masculin. C'est le cas parce que les hommes sont conservateurs, donc on doit toujours trouver ces petits détails, ces petits qui font la différence au quotidien. Et après, donc, pour les intéresser à la mode aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des clients aujourd'hui qui sont très fans de mode et on en a plein. Et c'est un de nos premiers canaux, ce sont les blogs de mode pour hommes qui nous ont apporté beaucoup de clients. Aujourd'hui, pour essayer d'aller chercher justement ces clients qui ne sont pas forcément intéressés par la mode, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller sur d'autres thématiques qui touchent toujours autour de l'homme en général. Donc on a lancé par exemple le mois dernier sur nos réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube un média qui s'appelle Paname Plus, dont le premier programme s'appelle les interviews mal à l'aise. Dans les interviews mal à l'aise, on reçoit des humoristes comme Pascal Légitimus, Boudère ou Paul de Saint-Cernin. Et le but de ces interviews, dans un cadre très décontracté, est de montrer qui est l'homme derrière l'artiste afin vraiment de travailler le côté aspirationnel. Parce que finalement, quelle est la différence entre ces artistes-là que tout le monde connaît et on va dire le commun des mortels? C'est qu'un jour, ils ont osé. Ils ont juste osé dire, tiens, je vais poursuivre ma passion. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus d'hommes, en fait, qui n'osent pas, qui sont bien, ils sont cadres sub, ils ont des beaux salaires. Mais il y a vraiment plein de gens qui commencent à faire la crise de la trentaine hyper tôt. C'est vrai. J'en fais partie. Mais oui, la trentaine. Mais il n'y a pas de crise de la trentaine. Si tu fais une crise de la trentaine, moi, tu sais, j'ai fait une grande école de commerce et je peux te dire que j'ai plein de gens autour de moi qui se posent des questions sur leur carrière professionnelle et qui finalement n'osent pas aller dans des voies... Ah oui, d'accord, je vois, dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Donc voilà, on travaille... C'est des crises plus gérables que celles qui vont venir après. Voilà, sans doute. Ouais, non, c'est pas. Je laisse l'expérience parler. Qui sont plus compliqués. Et donc, ce qu'on cherche aussi avec Paname Collection, c'est les attirer sur d'autres thématiques ou sur le ton de l'humour. Mais attends, parce que tu dis plein de trucs là. Mais la première des choses, parce que vendre de la mode full digital, déjà ça, c'est un pari quand même. Ça veut dire notamment pour les tailles, pour les essayages, pour toutes ces histoires-là. Ça veut dire qu'on accepte un taux de retour très très fort, j'imagine. Enfin, en tout cas, non, pas spéciellement. Moins que sur la femme. Parce que les gars, ils ont leur taille en tête. En fait, comme pour beaucoup de choses, c'est souvent la première fois qui est la plus compliquée. Mais une fois qu'un client vient, il connaît sa taille, voilà, c'est ça. Il revient tout le temps. C'est juste, nous, on a un showroom dans le Marais où les clients viennent parfois pour déclencher le premier achat. Mais alors, digital native avec des magasins quand même? Non, c'est juste nos bureaux dans lesquels on reçoit des clients. D'accord. On a juste aménagé une petite pièce pour les irréductibles qui ne veulent pas acheter en ligne. Et on fait tout vraiment pour les inciter à acheter en ligne, c'est-à-dire qu'on offre les retours, on offre la livraison. Et enfin, j'en sais rien. Et on a des outils sur site internet. Voilà, c'est ça, des petits tips. Voilà, un client, il peut par exemple donner son âge, sa taille, son poids. Est-ce qu'il est baraqué? Est-ce qu'il a un petit bidon, des poignées d'amour? Et derrière, on lui donne statistiquement, voilà. Donc on fait tout. Et après, on a toujours des clients qui nous écrivent. Vous pensez, voilà, je suis 1m80, 75 kg, je suis entre S et M. Donc voilà, on leur répond aussi à toutes ces questions. Mais une fois qu'on a franchi cette étape du premier achat, derrière, les clients sont les hommes. Et je dis bien les hommes sont vraiment des clients extrêmement fidèles. Et une grande base de ton business model, c'est appuyer sur cette fidélité, sur l'idée. Exactement. Voilà. Il n'ira pas spontanément. Il faut vraiment que je le déçoive finalement pour qu'il aille chercher ailleurs. En fait, si la qualité est au rendez-vous et le style et l'expérience client, ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, derrière, on a un trait photo. Par exemple, on a à peu près 35% de nos clients qui repassent une commande chaque année. Donc on a un très bon taux de réachat. Et l'autre caractéristique de ces DNVB, c'est aussi quand même de casser tous les intermédiaires. Exactement. Nous, aujourd'hui, c'est très simple. Entre nos ateliers au Portugal et en Italie, il n'y a qu'un seul stop avant le domicile de nos clients, c'est notre plateforme logistique en Bourgogne. Donc on est vraiment une marque sans intermédiaire, ce qui nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu des prix justes. Alors je ne suis pas forcément fan de la terminologie juste parce que qu'est-ce qui est juste ou pas? Mais c'est un autre sujet. C'est la deuxième grande question philosophique de cette interview. Exactement. Mais en gros, ce qu'on entend par juste chez les DNVB, c'est dire un prix où on marge moins que nos concurrents traditionnels qui ont des boutiques, des revendeurs et des intermédiaires et qui, eux, forcément, quand ils vendent un produit, tout le monde doit manger dessus. Alors que nous, ça nous permet finalement...
on rembourse le produit, on finance la logistique et nos coûts fixes qui sont beaucoup plus faibles que ceux qui ont tout un réseau de boutiques et d'intermédiaires. Une idée dans l'ensemble de tes réflexions, une pression particulière, une idée autour du Made in France, tu disais, donc on est dans des ateliers très qualitatifs, etc. et tout. Est-ce que, moi, je vois ta jeunesse, enfin je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont ça un petit peu chevillé au corps, donc je me demandais si c'était le cas de... Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pas du tout. D'accord. Ouais, non, mais ça m'intéresse. Il faut savoir, il y a beaucoup de... Alors déjà, il y a 2 choses dans le Made in France. Déjà, c'est qu'est-ce qui est Made in France ? Moi, je peux vous dire, à la base, je viens pas du tout du prêt-à-porter. Donc, quand j'ai fait le tour des ateliers au Portugal notamment, ou même on travaille avec un atelier qui est en Serbie, ils nous racontent que parfois, finalement, la grosse partie du travail est fait au Portugal. Et après, comme le taux horaire coûte tellement cher en France, il y a quelques retouches qui sont faites en France. C'est ça, ce qui permet de mettre quelques boutons, ce qui permet... Voilà, donc au final, qu'est-ce que c'est que du Made in France ? Même du Made in Portugal, quand on a un tissu italien qui derrière est fait au Portugal, avec des boutons qui viennent de France, bon voilà, qu'est-ce que vraiment le Made in France ? Et de 2, le Made in France pour le prêt-à-porter n'est pas forcément un gage de qualité. Aujourd'hui, l'outil industriel, quand on va au Portugal, ils ont des outils extrêmement modernes. Et j'ai fait quelques ateliers en France et voilà, on a tenté du Made in France. On n'a pas toujours eu des bons résultats. Donc, je vais peut-être pas me faire des copains. Mais non, mais attends, mais j'ai des tas de, chefs d'entreprise m'ont raconté, des tas de chefs d'entreprise m'ont raconté ces histoires-là, absolument. Et la difficulté en plus à ce que l'industriel vous fasse confiance, c'est-à-dire que vous êtes jeune, vous savez à peu près de combien de pièces vous allez avoir besoin, vous savez que vous allez les vendre, vous avez toute votre stratégie qui est claire, et l'industriel vous dit t'es trop jeune, toi, non, je vais t'en faire 2 fois moins, et après il faut ramer pour aller avoir l'ensemble de ce dont on a besoin, parce que finalement, vous aviez raison, vous les avez vendus. Voilà. Non, j'ai des tas d'histoires. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et même le client, je ne suis pas sûr qu'il soit... Quand on voit le prix que coûte le Made in France, je pense qu'aujourd'hui, le client n'est pas prêt à le payer. Il y a un vrai coût pour une chemise faite en France et au Portugal. Est-ce que le client est prêt, si on applique nos taux de marge, à payer sa chemise peut-être, j'en sais rien, 80 € plus cher, 100 € plus cher ? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, le Portugal, l'Italie, ça reste l'Europe. Ce sont des pays qui respectent des normes sociaux. Un tout dernier point, parce que ça tourne très vite, parce que tu l'as dit là aussi. Donc, tu crées du contenu, en fait. Oui. Voilà. Du contenu qui vraiment rien à voir avec une démarche commerciale classique. Et ça, tu penses, c'est une dimension que doivent absolument avoir les, je vais dire, alors retailer, on peut dire retailer, même si c'est à travers le web. C'est une dimension qu'il faut avoir pour donner... Une DNVB, je pense aujourd'hui, si elle veut vraiment exister et survivre, elle a vraiment besoin d'un média. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas de média, on n'a pas de contenu. Qu'est-ce qui va finalement... Parce que derrière, n'importe quel... C'est ça qui va donner l'identité de ta marque, c'est ça qui va donner la chair à ta marque. C'est comme ça que nous, on veut parler d'humour, c'est comme ça qu'on va s'ancrer dans le quotidien de nos clients, c'est comme ça qu'on va ne pas parler que de mode, parce que finalement, la mode, c'est très cloisonnant. Alors qu'il y a plein de choses dont on veut parler. Aujourd'hui, c'est ça la force du digital, c'est qu'on arrive à aborder plein de thématiques différentes avec nos clients. On parle d'humour, on va lancer des tutos de danse aussi. Enfin, on a plein de petits trucs comme ça, de petits projets, qui fait qu'on prend du plaisir au quotidien. Et surtout, à la base, on n'est pas des modeux. Et donc, on veut vraiment avoir une mode très accessible, qui vraiment s'ancre au service de notre communauté. Et une marque qui, à ce moment-là... Voilà. Et l'humour, si on revient sur les premières photos du shooting, par exemple, c'est... Voilà, on a vraiment voulu dire, tiens, et regardez nous comment on fait de la mode, c'est notre vision, beaucoup plus humoristique et accessible que d'autres marques. Adrien Porte, donc, le fondateur de Paname Collection, était notre invité sur Bismart. Dernière partie, on va terminer avec Olivier Binet, le président de Caros. Bonjour Olivier. Bonjour. Caros, c'est magnifique, très... Merci. Ah ouais, très, très bon. Olivier, il y a, je le disais là aussi en sommaire, je fais le vieux combattant maintenant, parce qu'il y a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. J'en ai vu des gars qui, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance. Ouais. Pouf, qui n'y sont pas arrivés. Qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie. Ça fait 6 ans qu'on cherche. Qui va faire que... Ouais, mais t'as trouvé là, visiblement. On a un peu trouvé, ouais. Un petit peu. Quel est enfin, on va tous le résumer, c'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage, voilà. Sur du courte distance, tout peut arriver. Je pars au boulot avec un gars, on se donne rendez-vous pour repartir à 17h, mais voilà, on l'a tous connu. Voilà. Sur la longue distance, on crée son annonce. Vous allez monter dans ma voiture, Stéphane, vous allez payer 30 €, ça vaut le coup, je vais investir un peu de temps pour la créer, mon annonce. Voilà, et j'ai prévu de partir à Nantes. Et voilà, c'est du déclaratif. Ce qu'on fait, c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé, covoituré,
il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites, c'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation, sans même vous demander votre avis pour l'instant, avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit, 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route à la bonne heure. Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande et vous me répondez OK. Et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 €, 2,50 € sur votre trajet sans avoir eu à vous organiser. Alors, c'est pas grand-chose, 2 €, 2,50 €, mais à la fin du mois... Il faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence. Alors, pas du tout, parce qu'en fait... Mais moi, ça me gêne pas, hein, tu peux. Hein, ça, mais... Je sais, mais en fait, vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au début. Ouais. Et après, à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD, effectivement, j'ai une boîte noire que mon associé c'est avec mon a smartphone construit. Exactement. Bah oui. Voilà. Et avec le smartphone, mon associé, qui est un ancien de chez Criteo, qui connaît par cœur le sujet de la data science, va récupérer ces données-là et va créer un algo qui apprend ses habitudes et qui match automatiquement les gens. Voilà. Ben, oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, chaque fois, je me dis waouh. Et enfin, si on l'accepte évidemment. Hein. Et derrière, oui, c'est l'outil de prévision en fait qui est le vrai. Alors c'est aussi la détection parce qu'en fait, comme on le fait sans le GPS, parce que ça consommerait beaucoup trop de batterie du téléphone, on récupère vos traces de géologue grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM, c'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que c'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça, qui se disent OK, là j'ai certains points, et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la nationale 118 à telle vitesse, etc. Comment tu sais que je suis sur la nationale 118 ? Mais Olivier, l'enjeu en termes de rentabilité, pour l'entreprise. il est là. Ouais, parce que ça, tout ce que tu nous décris, c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout ça, c'est hyper amusant au début. On a démarré ça, on était trentenaire avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenue la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là. Non, mais attends, d'abord, il faut des capacités de calcul, parce que, parce que moi et 3 copains à suivre, ok, mais 400 000 personnes en permanence en temps réel. On a des gens qui s'appellent Google et qui ont des serveurs en Allemagne, ça coûte... qui sont un boulot tout à fait remarquable avec des machines virtuelles. Ça coûte des sous, il faut que tu ailles chercher de la rentabilité, là. Effectivement, il faut d'abord avoir des gros investisseurs qui nous suivent et qui acceptent de prendre ce pari. On les remercie, parce que dans le domaine du covoiturage, il y a déjà d'autres acteurs, n'est-ce pas ? Donc il a fallu venir, certes, si on est sur un marché qui n'a rien à voir avec le covoiturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale, et la Massif. Mais depuis longtemps, on avait Aglaé Ventures ou Aster. Parce que, attends, c'est tellement... Il faut juste le dire d'un mot. Blablacar, qui est quand même le truc. Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines. Je ne sais pas d'ailleurs si ça marche, mais qui sont en fait des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi à aller te greffer, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou d'un gars qui va passer, tu vas aller au point de rendez-vous. Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'OPEX chaque année en France. 20 milliards. 10 milliards en Ile-de-France et 10 milliards en dehors de l'Ile-de-France. Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, hein, le transport public. Mais entre la ligne 1 du métro parisien, qui est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire. Ce trajet de bus coûte cher. Ok, mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier ? C'est-à-dire que la taxe transport, elles la paieront de toute façon. Elles peuvent transférer, elles peuvent dire. Les entreprises... Valérie Pécresse, je peux lui dire non, moi je paye carrosse, je ne vais pas payer le STIF. Alors non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement mobilité de l'entreprise privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 € pour faire 20 km. Alors que si je dois payer
l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le salaire du chauffeur, les charges du chauffeur, l'essence du bus, donc ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du covoiturage. Dans ta réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'Île-de-France, le STIF, qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire, tiens, Carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent. C'est ce qu'on pousse depuis des années, et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit, vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou agglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage, comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de mobilité type bus, tram ou autre. Est-ce que le télétravail ne met pas tout par terre ? Le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a 2 ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens ouverts à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler, mon épouse aussi, on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture parce qu'en fait, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si pour tous les mercredis, on va tous les deux au travail, ben, si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative. Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi à calculer, là, dans tes algorithmes d'habitude. Oui, tout à fait, ouais. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité parce que je suis jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Exactement. Ouais, c'est ça. Je peux... Exactement. Et ça fournit des solutions donc aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs. On bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien, mais ça fait des lignes structurantes en étoile. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc, il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement, ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous proposez un bout de covoiturage, puis un bout de transport public. Ce qui permet d'augmenter le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont optimisées et rentables. Voilà. Donc c'est passionnant, Olivier. Et maintenant, c'est la course à la taille. C'est-à-dire ça marche. Plus tu auras de gens, plus tu auras de propositions de transport, plus enfin voilà. Après, c'est un cercle vertueux qu'il faut démarrer. On a créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de liquidité. Enfin, je veux dire, parce que, pardon, je te bouscule, il me reste 1 minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu penses que Stéphane il va être là à cette heure-là, en fait, dans quoi 95% des cas, oui, effectivement, il y est. Oui, ça, hein. On ne propose des trajets. C'est toujours assez effrayant, ça. Notre vie est d'un prévisible. C'est terrifiant. En fait, la vie est faite de patterns qui vont que c'est pas tous les jours pareil, mais on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. C'est ça. Et on se croit libre. Exactement. Et on ne propose, Stéphane, que si on sait qu'à plus de 80%, vous allez faire ce trajet-là à cette heure-là. Sinon, on ne vous propose pas parce qu'on n'est pas certain. Et le fait qu'on s'entende bien, etc., ça rentre aussi en ligne de compte? Ça rentre en ligne de compte parce qu'on va effectivement se noter, et puis plus on covoiture ensemble, plus du coup on va remonter, etc. Voilà. Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covoiturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs. Parce que la vérité, c'est que même si on s'entend bien, vous n'avez peut-être pas envie d'être tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas? Vous avez pensé à tout. Ah non, c'est passionnant. Passionnant. Voilà. Bravo. Donc on vous trouve plein de gens différents pour covoiturer en fonction des jours. Ça s'appelle Carrosse. Voilà pour terminer cette magnifique émission Quoi de neuf. Et on se retrouve demain sur Bismarck.